Bonsoir et merci d'être avec nous sur RFI. Il est 20h en temps universel, l'heure de votre journal en français facile depuis les studios de RFI à Paris. Priscille Laffitte. Et avec moi pour présenter ce journal en français facile, Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Priscille, bonsoir à tous. La prise d'otage dans l'hôtel Radisson à Bamako est finie après 9 heures d'une grande violence. Notre journaliste Binta Diagne est avec nous dans ce studio pour nous raconter ce qui s'est passé. Retour sur les attentats du 13 novembre à Paris. Nous ferons un point sur l'enquête. La participation d'Abdelhamid Abaoud aux attaques semble se confirmer. En Chine, les autorités de Pékin ont officiellement confirmé avoir tué 28 membres d'un groupe terroriste dans le Xinjiang, région qui compte des séparatistes ouïghours. Et puis nous terminerons avec la libération de Jonathan Pollard, un Américain qui restait 30 ans en prison pour avoir fourni des informations secrètes à Israël. Le journal en français facile. Et nous revenons bien sûr sur la prise d'otage de l'hôtel Radisson à Bamako qui s'est terminée en fin de journée. Le dernier bilan, selon nos sources, fait état d'au moins 23 otages tués. Leur nationalité n'est pas encore établie. Environ 140 personnes résidaient dans cet hôtel luxueux de Bamako. Au bout d'une journée de violence, les forces de l'ordre maliennes, appuyées par des troupes spéciales françaises venues de Ouagadougou, ont réussi à cerner les terroristes. 3 terroristes sont morts, au moins un s'est fait exploser. Le groupe terroriste Al-Morabitoun a revendiqué l'attaque sur Twitter. C'est un groupe lié à Al-Qaïda et qui a pour chef l'Algérien Mokhtar Belmokhtar. Le ministère français de la Défense juge cette revendication crédible, mais il faut être très prudent cependant à cette heure sur l'identité des assaillants, des attaquants. Binta Diagne, bonsoir. Vous êtes journaliste au service Afrique de RFI. Que sait-on ce soir du déroulé de cette prise d'otage à Bamako qui a duré donc 9 heures ? Alors pour résumer, c'était plus de 9 heures d'angoisse. La prise d'otage a commencé à 7 heures du matin et s'est achevée à 16 heures suite à l'intervention des forces de sécurité maliennes. Ces dernières ont été aidées par des militaires étrangers présents au Mali en raison de la crise qui touche le pays depuis 2012. L'attaque s'est donc déroulée dans un hôtel de luxe, le Radisson, qui est d'abord pris d'assaut par des hommes armés. Ces assaillants prennent en otage 170 clients de cet hôtel. Il faut dire que cet hôtel a l'habitude d'accueillir des étrangers et d'héberger des conférences internationales. Les hommes armés se concentrent au 7e étage et tirent dans les couloirs, raconte une source sécuritaire citée par l'agence France Presse. Puis au fil de la journée, les clients sont évacués par petits groupes par les forces de sécurité. L'opération prend fin au bout de plusieurs heures. Binta Diagne, comment les autorités ont-elles réagi à cette attaque ? Eh bien, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta était au Tchad au moment de la prise d'otage. Il a dû interrompre son séjour. Le président malien a salué, je cite, le professionnalisme des forces de défense et de sécurité du Mali. Il a aussi remercié les pays étrangers qui ont aidé les forces de sécurité maliennes. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a de son côté condamné dans la soirée une attaque terroriste odieuse. Binta Diagne. Une semaine après les attentats de Paris, l'Union européenne décide de mieux organiser la surveillance des groupes terroristes. Réunis à Bruxelles, les ministres européens de l'Intérieur et de la Justice s'engagent à créer un fichier européen pour échanger des informations sur les voyageurs qui prennent l'avion en Europe. Ils ont aussi décidé de renforcer immédiatement, c'est-à-dire tout de suite, les contrôles aux frontières extérieures de l'Union européenne, y compris pour les citoyens européens, les personnes qui ont un passeport européen. La France a donc durci son contrôle aux frontières depuis une semaine. Ce sera le cas dans les 3 mois à venir puisque l'état d'urgence a été voté par le Parlement français jusqu'à la fin du mois de février. Cet état d'urgence facilite le travail des forces de l'ordre pour surveiller des personnes suspectées de terrorisme et éventuellement les arrêter. L'enquête se poursuit pour comprendre plus précisément ce qui s'est passé le 13 novembre, mais il reste beaucoup de zones d'ombre, des faits que l'on ne comprend pas encore, Simon Rosé.
Abdelhamid Abaoud, l'organisateur présumé des attentats de Paris, y a-t-il participé en personne? C'est en tout cas une hypothèse de plus en plus probable. Il aurait fait partie du commando responsable des fusillades des 10e et 11e arrondissements. De ce commando, on savait jusqu'à présent qu'il avait utilisé une voiture noire de marque Seat et était composé de 3 hommes, Brahim et Salah Abdeslam, et donc probablement Abdelhamid Abaoud lui-même. Il apparaît en effet sur des images de vidéosurveillance dans une station de métro située à quelques dizaines de mètres de l'endroit où on a retrouvé la voiture. Les images ont été tournées peu après les attaques. On en sait par ailleurs plus sur le bilan de l'assaut qui a conduit à sa mort. En plus de lui, 2 autres terroristes y ont perdu la vie, sa cousine Asna Haït Boulassen et un homme toujours pas identifié. C'est bien lui qui a explosé et non Asna Haït Boulassen, contrairement à ce qui était envisagé auparavant. Une semaine après les attentats, c'est donc Salah Abdeslam qui devient la cible prioritaire des enquêteurs. L'homme a certainement été exfiltré de Paris vers la Belgique le lendemain avec l'aide de 2 hommes. Ces derniers y sont inculpés pour attentat terroriste, mais lui reste introuvable malgré le mandat d'arrêt international émis à son encontre. Le terroriste Abaoud a bel et bien pris part aux attentats du 13 novembre. Ses empreintes ont été retrouvées sur une Kalachnikov. L'homme a ensuite pu être cerné, être retrouvé à Saint-Denis grâce aux renseignements marocains. Le roi du Maroc, Mohamed VI, était reçu à l'Élysée ce vendredi. Le journal en français facile. Depuis les attentats de Paris, Pékin rappelle souvent que la Chine, elle aussi, est victime du terrorisme international. Et comme pour apporter une preuve à la menace islamiste qui pèse sur le pays, les autorités chinoises ont annoncé avoir tué 28 membres d'un groupe terroriste dans le Xinjiang. Le Xinjiang est une région qui compte quelques 10 millions de Ouïghours. Ce sont des musulmans turcophones qui parlent turc. Et certains Ouïghours qui militent pour l'autonomie de leur région, le Turkestan oriental, se sont radicalisés. Ils sont visés par une importante campagne de répression. À Paris, les précisions de Heike Schmidt. Frapper fort est la devise d'une implacable campagne de répression que la Chine mène au Xinjiang. 181 groupes terroristes auraient été démantelés depuis un attentat qui a fait une quarantaine de victimes à Urumqi en mai 2014. Jusqu'à présent, presque rien ne filtrait sur ces opérations policières, mais l'exécution d'un otage chinois par des islamistes semble avoir changé la donne. Au lendemain de l'annonce de sa mort, le gouvernement confirme donc avoir tué 28 membres d'un groupe terroriste après une chasse à l'homme de 56 jours. Des policiers soutenus par des paysans auraient traqué les assaillants qui avaient tué 16 personnes dans une mine de charbon lors d'une attaque au couteau le 18 septembre dernier. Aucun média officiel chinois n'avait rapporté cet incident au moment des faits. Aujourd'hui, les autorités locales confirment que l'attaque sanglante a été commanditée par des organisations extrémistes étrangères. Le moment choisi pour cette affirmation n'est pas anodin. Pékin cherche depuis longtemps l'appui des puissances occidentales pour sa lutte antiterroriste, les accusant de ne pas prendre au sérieux les violences dont nombre de Chinois sont victimes. Heike Schmidt, Pékin, RFI. Un espion américain à la solde de l'État israélien a été libéré la nuit dernière après 30 ans de prison. Il s'appelle Jonathan Pollard. Il travaillait pour la marine américaine dans les années 1980 et avait été arrêté en 1987 pour avoir donné des milliers de documents confidentiels à Israël, des documents qui concernent surtout les pays arabes. Depuis 30 ans, le cas de Jonathan Pollard est l'objet de pourparlers entre Washington et Jérusalem. Et l'annonce de sa libération est un soulagement car Jonathan Pollard est vu comme un héros national. À Jérusalem, Muriel Paradon. Le peuple d'Israël salue la libération de Jonathan Pollard, a réagi Benjamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien attendait, dit-il, ce moment avec impatience. Ce sujet a été évoqué durant de nombreuses années avec plusieurs présidents américains. Nous nous sentions responsables et avions l'obligation de pousser à sa libération, a souligné de son côté le président israélien Reuven Rivlin. Le cas de Jonathan Pollard, ce juif américain emprisonné durant 30 ans pour espionnage au profit d'Israël, a longtemps été une pomme de
discorde avec les États-Unis. En Israël, en tout cas, de nombreux citoyens, surtout à droite, le considèrent comme un héros. Pour autant, aucune manifestation de joie n'est prévue pour célébrer sa libération. Selon la presse israélienne, ceux qui le soutiennent, y compris des ministres, ont été priés de faire profil bas. Il s'agirait de ne pas aggraver les restrictions qui lui sont imposées par la justice américaine. Pollard a interdiction, par exemple, de sortir des États-Unis pendant 5 ans, lui qui souhaite plus que tout venir vivre en Israël. Muriel Paradon, Jérusalem, RFI. C'est la fin de ce journal en français facile que vous pouvez retrouver en version écrite sur notre site internet rfi.fr. Bonne soirée à vous. Bonne soirée.